Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin. Aujourd'hui, 10 backtests, 10 échecs. On va parler de cette pattern qui a été proposée dans le Discord de l'Héros du marché. On va le voir juste après ensemble. Potentiellement, éventuellement, de reproduire une fractale. On va parler du petit gap C. Mais vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais dit, si on voulait donner une forme d'incitation à l'achat pour accumuler de la liquidité au sud, il faudrait nous laisser l'espoir de venir combler dans les prochaines heures, prochains jours, éventuellement un petit gap CME qui s'est formé. Ce week-end, on va en parler également ensemble. On revient dans une zone danger, encore une, côté S&P 500 hors inflation. Et on va regarder ce qui se passe du côté de Binance CZ, puisque j'avais fait une vidéo qui avait fait beaucoup réagir, notamment sa vignette sur Changpeng Zhao en prison, prison ferme, point d'interrogation. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il semblerait qu'il ne puisse plus repartir dans sa famille, près de sa famille, et est bloqué aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait parler éventuellement d'un otage? On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le coup moyen long terme, voire très long terme, plutôt investisseur chez les rois. Mais il y a pas mal de traders qui trouvent de très bons setups et vous avez un onglet dédié, un salon dédié, donc ici, tout simplement, live trading. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'y vais régulièrement et j'aime beaucoup lire l'ensemble des écrits. On va parler de ces backtests. 10 backtests, 10 échecs. C'est, je ne sais plus qui l'a partagé dans le Discord tout à l'heure des rois du marché, c'est Monsieur Untel. Bon, Bitcoin a formé une configuration haussière sur le graphique journalier, configuration de continuation du triangle ascendant. Ce modèle se produit dans une tendance haussière. Il s'agit d'une consolidation ascendante composée d'une ligne de tendance inférieure. Ascendante est une ligne de tendance supérieure plate. Ça a été proposé par TaTrader-Alan. Merci pour ça. Et on va regarder tout simplement. Historiquement, vous pouvez le faire sur d'autres actifs, que ce soit numérique ou que ce soit plus traditionnel. On va le faire sur Bitcoin. J'en ai compté 10. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin, mais généralement, ça ne se passe pas très très bien. Et on va regarder ensemble. Juste ici, vous avez donc ce premier backtest. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller faire un petit pullback juste là et de repartir sur cette line sans pour autant aller chercher tous les stops complètement évidents d'acheteurs en levier d'achat un tout petit peu agressif, il semblerait, pour aller faire une continuation haussière. C'est pas complètement impossible. Il faudra le regarder bien évidemment, mais précédemment, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Vous en avez donc ici. On trouvera ici, nous, 3 confirmations. 3 confirmations suffisent pour éventuellement encadrer un setup. Vous pouvez tracer votre trendline. Vous en avez un tout petit ici. Généralement, on vient chercher tous les stops évidents et on repart. On peut même dans un beaucoup plus grand triangle ici ascendant et on vient chercher suite à une news catalysante, c'était en mars dernier par rapport à la faillite notamment de Silvergate Bank, etc. Et on vient casser cette trendline, casser la moyenne mobile 20 périodes et on vient chercher la moyenne mobile en 200 périodes, juste parfait. On continue avec un petit backtest qui était juste ici également, mais plutôt dans une tendance baissière ici. On venait de faire les arrachements haussiers, donc plutôt positif à observer, c'est exactement la même chose, vous l'avez également ici. D'ailleurs, on n'était pas venu chercher un enfoncement dans l'habitude de surachat, donc je ne l'ai pas comptabilisé. Moi, ce que je voulais voir absolument, c'est si on était configuré dans un surachat. Vous voyez ici, au niveau de notre surachat, on est dans un surachat. Vous voyez ici, on est dans un surachat. Deuxième confirmation, c'est si on ne vient pas chercher l'absurdité de surachat ici. Vous voyez là, notre petit RSI en 14 périodes, en délit, ne vient pas chercher le surachat. Ici, il ne vient pas chercher le surachat. Donc derrière, une deuxième confirmation qui potentiellement pourrait nous faire venir un petit retracement plus ou moins violent, plus ou moins catalysé par une news que je ne connais pas. Donc ce sera juste un catalyseur supplémentaire pour pouvoir accélérer une direction de prix ou un décalage de prix. Ça ne veut pas dire du tout une retournement de tendance ou quoi que ce soit. Vous avez exactement la même chose ici. Vous voyez le petit RSI en 14 périodes, alors qu'on était précédemment en surachat, ne parvient pas à aller en surachat, backtest, perdu, on repart sur une dynamique baissière. Ici, c'est exactement la même chose. On est en surachat, on ne vient pas chercher du surachat juste ici, alors que le cours fait un nouveau plus haut. Le triangle de contraction est exactement le même qu'on est en train d'observer ici. Boum, on vient faire une correction. Ici, c'est exactement la même chose. Ici, c'est différent. Pourquoi c'est différent? C'est une excellente question. On va regarder ça ensemble. Vous avez à peu près la même chose, d'accord? On peut le tirer comme ça, on va le chercher comme ça. Et derrière, on vient chercher sur un plus haut le surachat ici. C'est un petit peu prédictif, mais vous voyez que hop, on vient chercher le surachat, donc invalidation pour moi. Donc je n'ai pas mes confirmations. On fait une toute petite correction relativement gentille, on casse la moyenne mobile 20 périodes, on ne vient pas chercher la moyenne mobile 50 périodes. Le momentum est extrêmement haussier, on était dans une zone de rechargement de vente logique, beaucoup de vendeurs à découvert, la liquidité était plutôt vendeuse ici, et puis derrière,
ça nous donne l'impulsion haussière. Vous avez exactement la même chose ici, donc j'ai arrêté de mettre les triangles, mais c'est exactement pareil. On passe ici, on ne parvient pas à aller chercher le surachat, et derrière, on fait une correction. Ici, on ne parvient pas à aller chercher le surachat, et on a une consolidation, mais on break notre trendline. On vient même chercher la trendline en 50 périodes, plutôt baissier ici, pour m'en souvenir. Vous avez exactement le même phénomène ici, juste là. Donc triangle, tout simplement. On vient casser la moyenne mobile 20 périodes, une petite correction. On ne vient pas chercher l'intégralité ici de tous les stops complètement évidents. Oui, mais on passe en surachat juste là. Bon, grosso modo, on a fait une dizaine, un peu plus. Hein, on peut même continuer, hein, si vous le prenez ici. C'est exactement pareil. On ne parvient pas à aller chercher le surachat juste là. Et puis derrière, on fait une magnifique correction. Ici, magnifique correction. En somme, chasse à la liquidité. Chasse à la liquidité. Ça veut dire quoi? En fait, cette chasse à la liquidité, ça veut dire qu'il serait peut-être de bon augure de l'acheter, cette chasse à la liquidité, puisqu'on vient chercher en fait cette moyenne mobile de 100 périodes de façon graduelle, évidemment, mais c'est clairement une bonne, j'efface tout, c'est peut-être une bonne localisation pour pouvoir sauter, je dis bien sauter dans le train. Donc si on fait une chasse à la liquidité plus ou moins profonde, si on vient chercher, je vais dire une bêtise, on a ce triangle de contraction, derrière on vient faire éventuellement une contraction, on vient, hop, c'est peut-être intéressant d'aller chercher la moyenne mobile 50 périodes ici. Si on perd potentiellement la moyenne mobile 200 périodes, on viendrait chercher des équilibres de marché. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment, notamment ici. Et de toute manière, un TP numéro 1 sera obligatoire. Où ça? Sur une troisième bande de range, dans une zone de rechargement de vente logique court terme. Ici. Donc si je mets un stop là, ou un trade ici, pour aller chercher toute la liquidité, je mets un stop un petit peu plus profond, j'aurai mon ratio de 1 pour 1 obligatoire avec un TP partiel et stop mis à break-even. Ça peut être fait exactement comme ça. TP de sécurité ici, sans pour autant aller chercher de nouveau plus haut. Donc TP1, puis TP2 et potentiellement TP3, où vous voulez, hein, c'est votre objectif, allez 50 000 $. Et on y va tout simplement pour ce magnifique petit trade qui pourrait être complètement pris. Encore faut-il avoir un petit peu de patience. Dès lors, je réponds à la question, cette pattern semblerait être plutôt baissière que haussière. En tout cas, Bitcoin nous le confirme ici. À vous de jouer, bien évidemment, mais on n'achète pas là-haut. Hein. On va faire un petit peu l'order flow parce qu'il y a des choses extrêmement pertinentes ici. Et les whales décrochent. C'est pas exactement ce qu'on aimerait observer. Vous avez toujours des énormes poches de liquidité qui sont encore une fois un billet psychologique de plus d'incitation à l'achat. C'est de la même rigueur, si vous voulez, au niveau des gaps CME. Donc est-ce qu'on peut aller la chercher? Évidemment qu'on peut aller la chercher, donner une dernière impulsion haussière et pourquoi pas retourner ce marché juste après. Ne soyez pas non plus trop serré au niveau de vos shorts si vous voulez couvrir votre capital. On se trouve toujours proche d'un premier arrêt, voire sur un premier arrêt. Et tant que le premier arrêt tient, malheureusement, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Et si cela ne se produit pas à ce moment-là, c'est de jouer les accélérations. Et les accélérations haussières sont toujours jouables ici. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs sont déjà positionnés, attendent cette accélération, et les vendeurs tentent de reprendre le momentum. Et ils commencent à le prendre, le momentum. On le voit bien sur le MACD, notamment, et à chaque fois, hein, je n'ai pas fait ce backtest au niveau d'une troisième potentielle confirmation. Vous pouvez aussi travailler avec les volumes, c'est exactement les mêmes cas de figure sur les volumes. Vous voyez, des volumes décroissants, des volumes décroissants, des volumes, enfin, on va pas faire tout le truc, mais des volumes systématiquement décroissants, MACD, plutôt la neutralité basse ici, plutôt en zone de backwardation. Voilà. À vous de jouer par rapport à ça. On fait un petit peu d'order flow. Les whales donc perdent du terrain, que ce soit les grosses ou les plus petites. Ici, vous avez en fait un énorme cluster. Ça a été partagé dans l'order flow tout à l'heure. J'ai dit waouh, quasiment 200 millions de dollars, notamment sur Binance. Bon, on pourrait aller chercher, ça irait pas très très loin, tous les 37 000 $. On pourrait faire un petit peu de chasse à liquidité. Si ce n'est déjà fait, je n'ai pas la moindre idée, mais en tout cas, des personnes semblerait avoir voulu appuyer un petit peu fort sur le champignon avec des leviers un petit peu trop exacerbés. Ça peut être aussi des leviers de protection. On prend des grosses options et puis derrière, on peut aller se faire liquider pour pouvoir aller un petit peu plus bas. Pareil, une forme d'incitation à l'achat ici par rapport à la liquidité qui se trouve en attente au-dessus des 38 000 $. On l'a vu juste précédemment. Vous en avez également un petit peu plus bas. En gros, Shopee, hein, on va chercher la liquidité là où elle se trouve, dans une forme de range, plutôt ascendant ici, hein, et qu'on essaye tout simplement de faire jouer nos émotions. Soyez patient et trader, swing trader, sur des time frames plutôt en daily, voire en weekly, bah, attendez les creux, bien évidemment. Voilà, pas plus de choses à dire par rapport à ces 10 backtests et 10 échecs, malheureusement. Aucun n'a réussi par rapport à nos confirmations précédentes. Et je vous le dis, je le redis, j'ai pris un short ici de couverture aux alentours des 38 400 ou 348 $, je crois, je ne sais plus. Je le garde pour l'instant jusqu'à sa liquidation totale, avec un levier, me semble-t-il, au-dessus des 41 000 $. Je crois que ça fait à peu près x10. Grosso modo, si je l'ai pris là-dedans, je vous le dis, hein, donc ce que je dis, je le fais, hein, je vous l'avais dit il y a quelques temps. Voilà, au-dessus des 42 000 $ ou des 41 000 $, levier x10,
je peux complètement me faire exploser, mais j'ose espérer que l'ensemble de mes cryptoactifs se réveilleront si Bitcoin souhaite prendre 15% à l'heure où je vous parle actuellement. En parlant de mes cryptoactifs préférés, on perd quasiment 100 milliards de dollars de capitalisation sur le crypto total. On tente possiblement de faire des formes de réintégration. Actuellement, on ne le vit clairement pas. C'est clairement la même chose, hein. Ici, on pourrait faire un petit creux, tout simplement pour conserver cette dynamique haussière, pour aller chercher un premier arrêt de tout précédent mouvement et une confluence avec une magnifique résistance précédente qui fait maintenant office de support sur le premier arrêt aux alentours des 1250 trillions, enfin milliards de dollars. Voilà pour ça. Pareil, ici au niveau du Crypto Total 3, donc j'enlève Ethereum, j'enlève Bitcoin. Je ne sais pas trop ce que c'est au niveau de ce Crypto Total 3. Éventuellement, s'il y a tout ce qui est en termes de stablecoin, c'est peut-être pas très représentatif. Donc on va enlever tout ce qui est stablecoin. Si on l'a déjà fait, ben on le refait une deuxième fois. Mais je pense que dans le Total 3, il y a déjà les stablecoins. On vient juste ici en train de travailler. Un support qui faisait office de résistance précédent, on l'a breaké. Une clôture en mensuel là-dessus, ce serait plutôt de bon augure pour l'instant. Vous avez un magnifique signal haussier au niveau de la monthly, tout simplement sur l'ensemble du crypto total. Franchement, c'est très très beau. Même si on voit nos cryptos là qui perdent 6, 7, 12%, c'est pas très très grave, c'est le marché qui nous donne la direction. Et honnêtement, ce type de choses fonctionne plutôt pas mal. Hein, dans le passé, ça a fonctionné plutôt pas mal. Quand vous aviez ici la direction, 3 mois plus tard, on commençait le bull run, ou 4 mois plus tard, on commençait le bull run. Ce qui nous donnerait grosso modo, quasiment l'halving. Un petit peu moins de l'halving. Vous avez compris un petit peu le principe, tout simplement. Donc cette clôture sera extrêmement, euh, comment on dit ça, extrêmement surveillée, tout simplement. On continue avec le gap CME, je vous l'avais dit, l'année dernière, enfin il y a la semaine dernière, pardon, par rapport à ce petit gap CME qui pourrait nous tendre l'oreille d'une forme d'incitation à l'achat. Je vais enlever Shimoku Kinkoyo, pour l'instant on est en train de travailler la Tenkan, on peut aller chercher une Kijun sur tous les précédents lots, aux alentours des 33 000 $, je suis actuellement en DI, voilà, 34 500 $, et en weekly, on a une magnifique conclue en Tenkan Kijun aux alentours des 32 200 $, donc ça peut éventuellement être représentatif de notre creux, et si je viens ici, tout simplement au niveau de notre gap CME, on l'a notre gap CME. Au niveau alors ça vous le voyez pas mais je sais pas ce que c'est cette bougie rouge en fait, mais elle est pas très grosse, mais logiquement cette bougie rouge ne devrait pas apparaître. Donc je sais pas si c'est un problème de TradingView, mais on n'est pas allé à 38 300 $ depuis lundi, hein. Donc logiquement cette bougie là vous la voyez pas, donc vous avez un magnifique gap CME, hop, voilà, juste ici je vous le note, par rapport à un gap qui est une forme d'incitation pour dire on va combler le gap et puis après on va potentiellement faire un retour. Et c'est clairement en fait beaucoup de joueurs qui vont essayer de le jouer pour essayer de dire allez, on va combler le gap, et malheureusement c'est peut-être aussi une situation d'incitation à vouloir peut-être trop s'exposer pour jouer une toute petite enfin un tout petit mouvement haussier, mais c'est vraiment du scalping ici. Personnellement, je ne le joue pas, puisque quand vous serez ici, on va jouer le gap, et quand on est là, on va jouer le gap. Quand on est là, on va jouer le gap. Quand on est là, on comble le gap. Vous avez compris un petit peu l'idée, faites attention à ça. Mais c'est toujours des billets algorithmiques, puisqu'ils le voient, hein, nos petits robots préférés voient ce type de gap, de trous de cotation, qui ont 9 chances sur 10 d'être comblés tôt ou tard. Côté S&P 500, je l'avais noté, je voulais absolument vous en parler. On revient doucement mais sûrement dans une zone danger. Ici, donc on enlève l'impression monétaire, je le remets en gros, et on est clairement dans cette fractale. Vous voyez, on avait fait 3 choses. Je l'avais partagé sur Twitter il y a très longtemps, de cela. Hein. Bulle, bloc ou bulle, ça peut être donc blockchain, bulle IA, bulle tout ce que vous voulez. Bon, pour l'instant, ça ne se concrétise pas. Crise financière, sans précédent, donc retour en 1929. On a un petit doute, ou range tout simplement, hein, moins 25% sur S&P 500, c'est complètement négociable. On est dans un énorme range, et pour l'instant, tant qu'on ne résout pas au nord comme au sud, on est toujours dans un range. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de se passer, c'est celle-ci. Vous voyez, on avait fait un truc comme ça. On va chercher le petit pullback au niveau de nos moyennes mobiles, on revient au niveau d'une chasse à la liquidité possible, donc on est très proche des LTH au niveau du S&P 500, et on crache littéralement. Voilà, donc actuellement... on avait bien vu ce petit retour là en hauteur, ça, il n'y avait pas de problème avec ça. Voilà, c'est toujours ne pas avoir raison trop tôt, on vient chercher tous les vendeurs à découvert, c'est possiblement ce qui est en train de se passer sur les indices, et puis derrière on retourne complètement ce marché, lorsqu'on aura les certitudes d'avoir des nouveaux sommets, une nouvelle découverte de prix et tout ce que vous voulez, et au niveau du S&P 500, on restera très probablement dans cette petite box rouge, cette fameuse magnifique zone danger. Et historiquement, et on l'avait vu déjà ensemble, on le voit régulièrement, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais, entre guillemets, de pouvoir se couvrir sur ce type de situation de marché, notamment hors impression monétaire.
Bon, si on a quelque chose comme ça, eh ben tant mieux, on est exposé de toute manière. L'objectif, c'est pas de se surexposer, tout simplement. On fait 3 petites news. Je voulais vraiment Ah d'ailleurs, oui, c'est toujours la même chose. On le fait de façon extrêmement mécanique et très psychologique. On attend tous la même chose, c'est finalement la validation des ETF Bitcoin. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines en arrière, il y avait 73 ou 72% de chances que les ETF Bitcoin viennent avant la fin de l'année 2023. Bon, on a encore un mois, un peu plus d'un mois, avant de le voir éventuellement pareil. Je pense qu'on a une vingtaine de jours, parce qu'après le 18 décembre, je vous le dis franchement, je pense pas que Gary va joyeux Noël à tout le monde, on a les ETF Bitcoin, mais il y aura de toute manière une très forte impulsion haussière sur le prix. Je le dis et je le redis. S'il y a des gens qui actuellement se sentent un petit peu anxieux, l'idée un petit peu de louper le train, c'est ces situations de FOMO si vous voulez. L'idée en fait d'avoir une acceptation d'ETF sur ces niveaux de prix est plutôt bon signe. Hein. Généralement, on ne vous donnera pas l'ETF si on est là-dedans. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Si on a des news baissières, on se retrouve sur des supports. Si on a des news haussières, on se retrouve sous résistance. Et mécaniquement, on achète les supports et on vend les résistances. Comprenez-le comme ça. Donc si on devait avoir une acceptation des ETF, un ETF au comptant US, qui est aujourd'hui un petit peu ce qu'on se vend mutuellement, ce qui sera haussier dans la rumeur, mais ne sera pas forcément haussier dans la mise à disposition de ces ETF, je ne cesse de le répéter. Partez du principe qu'on ne se retrouve pas sur des supports. C'est pas là-dedans, sur un premier arrêt, sur une moyenne mobile de 100 périodes. Et là, Gary Gensler dit les ETF Bitcoin sont acceptés. Ça, c'est rare quand même. Enfin, de mémoire sur les marchés financiers, je ne l'ai jamais vu comme ça. On sera clairement en train de titiller les résistances, où on aura peut-être fait un truc comme, je dis une bêtise, on aura peut-être fait un truc comme ça. Ici, on aura réellement des prises de TP obligatoires pour pouvoir se hedger ou couvrir ou sortir de ce marché, parce qu'on aura une borne et peut-être la fin de ce troisième flux. Et là, ETF Bitcoin accepté. Ok, là, ça se joue. Ok, là, je suis d'accord. Mais c'est pas ici, c'est ni ici qu'on aura l'acceptation des ETF Bitcoin. Ici, il y aura plutôt la non-acceptation des ETF Bitcoin. Et à ce moment-là, psychologie inversée, peut-être une occasion au nord de se positionner sur les cryptoactifs et notamment sur Bitcoin. Comprenez-le bien comme ça, je pense que c'est jamais différent de toute manière. Bon, les 3 petites news et on finira cette vidéo là-dessus. Elle n'aura pas été très longue et plutôt efficace. On va commencer par citer. JP Morgan avertit d'un rééquilibrage imminent du marché. On va pas le faire, mais grosso modo, il nous donne un petit peu sa température. Et JP Morgan, rappelez-vous, en 2022, nous avait sorti un S&P 500 à 4400 points, ou un truc comme ça, je ne sais plus trop, ou à 5000 points. J'ai un doute comme ça, bon, il faudrait retrouver la vidéo. Bon, grosso modo, ça a tapé nickel, quoi. 4800 points, voilà. Donc JP Morgan avait dit, je ne sais plus, c'était au mois d'octobre, un truc comme ça, au mois de juillet, ou au mois de septembre-octobre, S&P 500, 4800 points. Fin d'année. Bon, fin d'année, 4800 points, c'était assez impressionnant. Là, alors, évidemment, il ne faut jamais prendre un argent comptant, ce que dit JP Morgan. En sachant qu'ici, c'est un quant. C'est un stratège quantique, donc qui au travers son équipe qui propose ce papier-là. Bon, ça se tient plutôt pas mal debout par rapport aux indicateurs économiques, macroéconomiques que nous avons, notamment aux États-Unis. Honnêtement, ça se tient debout. D'une correction en 2024, peut-être un petit peu mal pricé par le marché actuellement. Donc rééquilibrage, ça ne veut pas dire crack, ça ne veut pas dire tout ça, ça veut dire décalage de prix par rapport à une valorisation qui est peut-être un tout petit peu trop soutenue actuellement. Je regarde beaucoup Gourou, moi, personnellement, et vous vous rappelez de ce chiffre-là, il y avait marqué 226. Reprenez les vidéos précédentes, il y avait marqué 226, on passe à 220. Donc on a déjà un premier rééquilibrage au niveau des anticipations de marché. On était à 226, on passe à 220. On n'est pas en négatif par rapport à une courbe, si vous voulez. Donc, mais c'est un premier signe. Pour moi, je le regarde tous les jours et ça vient de passer à 220 et non pas 226. Donc ça me fait un peu peur, personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez, vous dans les commentaires. On continue avec une deuxième news. Le leader de l'exploitation minière de crypto élabore des stratèges en vue de la halving du Bitcoin en 2024. On peut en parler pendant des heures. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée et éventuellement on en reparlera ensemble lors du live de vendredi. Parce qu'il y a vraiment des sujets extrêmement puissants entre les États-Unis et l'Asie qui sont en train de se positionner sur cette capacité de calcul vis-à-vis de Bitcoin, qui va très probablement demain être une réelle importance de sécurité nationale et de souveraineté nationale. Je pense qu'on n'est pas assez optimiste par rapport à ce que cette technologie-là est en train de révéler au grand jour.
une forme de hedge mondial si vous voulez. En tout cas, je suis partie prenante de cette conviction-là. Ça ne veut pas dire que je le joue debout sur la table, mais en tout cas, c'est un risque que je suis prêt à prendre en maîtrisant mon risque management, bien évidemment. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement, que ce soit outre-Atlantique ou en mer de Chine, ou en Asie, de façon un peu plus globale, par rapport à ces mineurs qui continuent à alimenter leurs fermes de façon assez massive. Donc il y a des financements privés, VC, etc., qui commencent à alimenter dans un premier temps les infrastructures physiques de cette technologie. Bon, quand vous lancez Internet, généralement, vous investissez pas dans les sites en premier lieu. Vous investissez dans les fils, vous investissez dans les data centers, vous investissez dans les tableaux électriques, vous investissez, exemple Orange, si vous voulez. L'énorme ex-France Télécom, mais comprenez-le ou non, Orange avait explosé littéralement en bourse. C'était complètement du délire à ce moment-là, mais on travaillait bien sur les infrastructures. Les infrastructures type au niveau de Bitcoin, c'est clairement ces ZASIC, tout simplement. Donc, un excellent petit papier, encore une fois, de Minsing. C'est intéressant parce que même si ça reste spécialisé, on sort un petit peu du carcan de la blockchain et des crypto-monnaies pures. Je trouve ça plutôt intéressant de voir comment ils arrivent, si vous voulez, à mettre en place des stratégies à l'approche de l'halving ou à l'approche éventuellement d'un cycle haussier ou éventuellement à l'approche d'un nouveau paradigme, voire d'adoption de masse, même si on a le temps, évidemment. Deux petites choses, on continue cette semaine de l'écologie, c'est la COP28. BBC révèle quelque chose de très embarrassant. Les Émirats arabes unis profiteraient de la COP28 pour négocier des marchés gaziers et pétroliers. Alors, c'est pas nouveau, c'est juste que c'est tout le temps la même chose au niveau des COP. Généralement, les pays du Golfe viennent pour pierre de coups, comme on dit, pour renégocier leurs contrats gaziers et pétroliers. C'est de mauvais augure, mais c'est comme ça que ça se passe. Pierre Sabatier l'avait exprimé sur Boursorama de façon extrêmement limpide. Ce qui se passe en façade à la COP28, c'est très beau. Ce qui se passe en réel dans les couloirs, c'est clairement ce qui fait le nerf de la guerre. Et c'est les nouveaux contrats sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Voilà. Donc il semblerait que ça peut être presque un pied de nez supplémentaire par rapport à cette dédollarisation ou désolidarisation au niveau des pays du Golfe vis-à-vis des États-Unis qui ne viendront pas à la COP28 parce que commence à nous gonfler le fait qu'ils réduisent d'1 million de barils jour au niveau du Koweït, au niveau de l'Arabie Saoudite, etc. Au niveau de la COP. La COP, l'OPEP+, pardon. Voilà, côté COP28. Dernière petite chose, et ça, c'est le pompon à quel point c'est, encore une fois, une forme de négligence intellectuelle. J'ai l'impression qu'on nous crache un peu dessus, mais climat polémique autour du prix. Mais c'est un petit peu comme la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2022 au Qatar. C'est qu'on commence à se poser la question de peut-être des stades climatisés où il fait moins 15 degrés à l'intérieur et qu'on commence à geler, il faut des pulls au sein même de l'estade alors que d'autres il fait 48 degrés. C'est pas le jour J qu'on s'en inquiète, c'est le moment où de sa nomination. Polémique autour du président de la COP28 Émirats Arabes Unis, PDG d'une compagnie pétrolière. Enfin, c'est une polémique, on le savait, à un moment donné, une forme d'exubérance intellectuelle là-dessus. Vous avez compris un petit peu l'idée, et ils sont bien beaux avec leur climat-action. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas beaucoup de choses. L'Orient fait des choses extrêmement puissantes pour pas résoudre, mais pour agir. C'est plutôt ça, sur le changement climatique. Maintenant, on ne jettera pas la pierre sur Liner d'Arabie Saoudite, qui est c'est une absurdité humaine. S'il y a bien un truc qu'on va s'en souvenir, je pense que c'est bien ça, à quel point l'humain de notre génération n'a aucun sens, tout simplement. L'ex-patron de Binance CZ n'est plus le droit de quitter les États-Unis jusqu'en février prochain. Et honnêtement, on n'avait pas vu trop faux quand même. Il se jette dans la gueule du loup, on en avait parlé ensemble. La question c'est est-ce qu'il va pouvoir repartir auprès de sa famille ? Visiblement non, il y a un des juges du district qui a dit non. Et il restera jusqu'à son procès, jusqu'à la prononciation de sa condamnation, donc ce sera le 23 février prochain. Donc ça te laisse aussi le temps, il faut le comprendre, de fouiller et de pouvoir mettre en place un dossier avant qu'il soit, entre guillemets, reparti auprès de sa famille ou dans sa résidence, tout simplement, de pouvoir le coffrer. C'est aussi un petit peu l'idée. Partez du principe que ce qui est fait est fait, mais il y a des choses qui sont en train de se passer qu'on n'a clairement pas l'idée de voir comment, éventuellement, ils pourraient le tuer. Je pense que les États-Unis ne sont pas contre de littéralement tuer le BNB, etc. Donc faites attention à ça. Je pense que cette histoire ne fait que commencer, personnellement. L'objectif, c'est qu'on trouve rien. Et si on trouve des trucs, ce sera amplifié.
prenez-le vraiment de ce regard-là. Tous les trucs un petit peu, pas forcément malhonnêtes, mais des choses qui sont pas forcément smart, si vous voulez, ou safe. Si on le trouve, ce sera clairement amplifié par les États-Unis. Donc c'est pas forcément une bonne chose de retourner d'un revers de manche ce type d'information. C'est assez puissant, parce que s'ils ont rien, enfin, s'ils ont rien, si c'est bouclé, s'ils ont rien, si machin, il repart chez lui. Or, je pense qu'ils sont en train de chercher pour, encore une fois, lui mettre un sacré couteau entre les deux omoplates. Soyez vigilants par rapport à ça. On parle d'opportunités, on en parle souvent, ça fait à peu près 6-8 mois qu'on en parle sur la chaîne des rois du Bitcoin par rapport à ces SCPI, ou notamment des opportunités au niveau de l'immobilier. Le prix de l'immobilier US pour les promoteurs viennent de ces produits, donc c'est plutôt immobilier du neuf ici, c'est du jamais vu depuis 1995. À chaque fois qu'on a ce type de situation, bah, c'est pas forcément très très bon pour les économies, parce que l'immobilier a une part vraiment prenante au sein des économies occidentales et mondiales, bien évidemment. En Chine, pareil. Hein. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut se dire, ok, il y a des super opportunités. Les opportunités ne se placent pas par rapport en fait à des rééquilibrages de prix. Alors bien qu'on peut éventuellement trouver aujourd'hui des bureaux aux États-Unis, à Chinatown ou je ne sais pas trop où, à moins 10%, moins 20%, si vous avez 60 millions de dollars à claquer, ça peut être intéressant. C'est les gros financiers qui vont encore une fois se gargariser. Nous, à notre niveau, on peut éventuellement essayer de scruter des SCPI avec des décotes, tout simplement. Mais les vraies opportunités se créent toujours dans la relance. En fonction de tout le marasme ambiant plutôt pessimiste qui se trouve actuellement sur les constructeurs, sur les promoteurs, sur les agents, notamment immobiliers. C'est pas là, en fait, on va commencer à piffrer les opportunités. On piffe ces opportunités lorsque les gouvernements souhaitent relancer et mettre réellement et passer la seconde pour relancer toute cette économie-là. Et généralement, ils y mettent les moyens. Je prends un exemple très concret. Je vais prendre ça. Pinel+, le nouveau dispositif de défiscalisation. Donc ça avait fait beaucoup de bruit en 2022, en 2023, pardon, donc en début d'année, parce que toutes les maisons, notamment, n'étaient plus concernées, c'était que des logements plutôt en immeuble, collectifs. Bah, partez du principe que c'est là où les opportunités vont se créer. C'est lorsque cette loi Pinel+, va être plus. Ça veut dire qu'on va peut-être réouvrir complètement les trucs, on va augmenter les plafonds, on va augmenter les pourcentages de défiscalisation, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ce sera vraiment une opportunité. Et pour la saisir, cette opportunité, si elle se présente, évidemment, bah, il faudra être dans les premiers, et pour pouvoir en profiter, bah, il faut bien évidemment avoir un petit peu de tout de côté et déjà créer son propre plan. C'est risqué, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais c'est en ça qu'on peut en fait essayer de choper l'opportunité. C'est quand on va rouvrir les vannes. Et il faut qu'on soit dans les premiers où l'État va dire, pas de problème, vous pouvez envoyer, on valide et on cautionne l'intégralité des crédits de Pierre, Paul et Jacques. Voilà, ça c'est une vraie opportunité. Donc tout, généralement, se met dans l'urgence, parce que les politiques agissent dans l'urgence, c'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis 70 ans, je vois pas pourquoi ça va finir. Et bien, partez du principe que c'est ici qu'il y aura des réelles opportunités. Actuellement, on est juste en train de vivre les turbulences. Il faut qu'on atterrisse. Et actuellement, on n'est clairement pas en train d'atterrir. Voilà. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. J'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Donc, côté immobilier, côté opportunité, je ne dis pas qu'il n'en a pas, qu'il n'existe pas d'opportunité aujourd'hui dans l'immobilier. Il en existe. Moi, personnellement, je suis en plein dedans. Mais si je veux réellement réallouer des capitaux sur ce type de dispositif, j'attendrai le décollage. Je veux qu'on atterrisse et qu'on se pète une roue, et puis derrière qu'on redécolle avec les turbocompresseurs. C'est clairement ce que j'attends. Et ça arrivera. C'est une question de temps. À mon avis, fin 2024, on a à peu près on a une bonne visibilité sur ce qui se passera sur les 4 ou 5 prochaines années. Et c'est ce début-là, en fait, qu'il faut attraper en termes d'opportunités. Tout simplement. Voilà. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve jeudi pour une vidéo top crypto.